Coucou tout le monde, nous voici pour la fameuse vidéo, comme d'habitude du dimanche, pour parler des 14 premiers jours du mois de février et de parler des bouquins. Alors, ce mois de février a très mal commencé. Au niveau des chiffres, pas forcément, mais c'était vraiment un début de mois super compliqué parce que il y avait rien qui me faisait envie. Dès que je commençais un livre, ça me plaisait pas. J'étais vraiment hyper dure pour trouver une lecture qui me convenait. Après, vous me direz, c'était plutôt pas mal que je sois dans ce mood-là. Il faut bien trouver du positif dans le négatif. Mais c'était plutôt pas mal parce que du coup, ça m'a permis un peu de faire du tri dans mes emprunts frénésiques sur Kindle. Donc, ça m'a permis de faire un petit peu le tri, mais bon, c'est pas non plus énorme. Et surtout, ça m'a aussi fait penser que je m'étais mis du coup l'objectif de 400. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si je continue à être comme ça dans ce mood-là, je vais pas y arriver. Donc, j'ai descendu à 350. C'est quand même, vous me direz, je suis quand même totalement à l'opposé de l'année dernière, où j'étais à 467 livres. Là, je me mets que 350 parce que, je sais pas, je sens que cette année va être beaucoup plus compliquée émotionnellement parlant et logistiquement parlant, parce que, comme je vous dis, dans le bilan, il y a pas mal de choses normalement qui vont changer cette année, donc on va être pas mal pris, enfin je vais être pas mal pris mentalement, etc. Donc je me suis mis, voilà, j'ai dit, bon, tu te mets 350, ça te met un petit peu moins la pression. En revanche, j'ai lu du coup, 14 livres, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres. 13 livres, bon, en 15 jours, c'est mon rythme habituel, on va dire. Mais disons que j'avais vraiment du mal à me mettre dans une lecture. Et vous verrez que sur ces 13 livres, il y a pas mal de graphiques quand même. Et je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Comme j'avais dit en story sur Instagram, j'ai eu pas mal de changements au niveau de la santé qui faisaient que j'étais très fatiguée, je le suis encore un peu. Et où j'étais un petit peu dans un mood dépressif. Donc comme je dis, il n'y a rien qui me plaisait, il n'y a rien qui me faisait envie, je n'avais aucune volonté pour rien. Et ça, pas que dans la lecture, hein, dans la vie de tous les jours aussi. J'avais pas envie de parler, j'avais envie d'être seule, d'être dans le silence, enfin bon. Voilà, je pense qu'on a tous traversé un moment à vide. Je sais pas si ça va aller mieux au mois la deuxième quinzaine là, de février, je n'en ai aucune foutre idée. Nous verrons bien. Du coup, là, j'ai fait un petit point. J'ai quand même avancé dans mes sagas. Ma palle est actuellement à 56. Je me suis mis quand même 7 livres en cours sur Babelio, donc je vais me faire une mini pile là pour fin février. Peut-être que ça m'aidera à m'aiguiller dans mes lectures et pas à savoir chercher. En fait, je pense qu'il y a ça aussi. Le fait que je me suis enlevé toute idée de faire des pales, de m'imposer des lectures, de m'imposer un planning de lecture. Et en fait, vu comme j'ai peur de l'inconnu et de l'imprévu, là, le fait de m'enlever tout ça, j'étais complètement perdue, je savais pas quoi lire. Je ne savais pas ce qui pourrait me faire plaisir, j'étais complètement perdue, je savais pas quoi lire. Et du coup, là, je me suis dit, bon, on a fait un test, là, début février, janvier, c'était très bien, mais j'étais dans un bon mood, donc ça va. Mais là, vu que j'étais complètement perdue parmi toutes mes lectures, je savais pas quoi lire, je savais pas ce qui pouvait me faire envie, je vais essayer, la deuxième moitié de février. Je me suis mis 7 livres, du coup, en cours que je vais mettre sur ma table de nuit. Et on va voir si ça va m'aider ou pas à être un petit peu plus rassurée, et de ne pas devoir chercher absolument ce qui me ferait envie de lire ou ce que je dois lire, entre guillemets, vraiment des gros guillemets. Quand je dis je dois lire, mais c'est pour me donner une ligne directive. Moi j'ai besoin de ça dans la vie de tous les jours, d'avoir un truc à suivre. Donc voilà, donc ces 7 livres, si vous voulez, je vous les présenterai en fin de vidéo. Donc là, sur les 13, j'ai lu du coup le 4e tome de l'Académie de Firestone, qui est l'appel de l'éclair.
qui est écrit du coup par Anna Haas. Ça sera une série de 5. Là pour le coup c'est une série en fait. J'ai le premier tome je crois ou les deux tomes en papier. Et en fait, avec l'abonnement Kindle là, que j'ai pris fin d'année, je peux continuer cette série sur Kindle. Donc j'ai lu le tome 4 sur Kindle, ça s'est très bien passé. Et le tome 5, le dernier tome, sortira en juin 2026. Donc c'est un livre qui est quand même vraiment très simple à lire, on se remet vite dans le bain. C'est un harem inversé dans un univers de fantasy, de magie d'ombre et de magie de lumière, d'élite de magiciens et du peuple pauvre sans pouvoir et sans capacité. Dans un monde là où on commence à être beaucoup plus dans un monde très sombre avec des démons, des trahisons dans la plus haute sphère, des trahisons familiales. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 4, je lui ai mis un beau 5 sur 5, j'ai beaucoup aimé ce tome 4 et j'ai vraiment super hâte du coup de lire le tome 5, bien que, attention, c'est une série quand même qui est très spicy. Et autant les autres, ça peut aller niveau langage cru, etc. Mais il y en a un qui est un métamorphe loup et qui est plutôt très proche de sa part animale et qui est en fait hyper cru dans ses paroles. Et parfois c'est lourd, parfois c'est chiant, ça ne donne pas du tout... c'est pas joli, c'est pas agréable à lire, quoi. Mais bon, ça va avec le personnage, quoi, où il a pas de filtre, il dit ce qu'il pense, et même les trucs, qui lui passent par la tête, tout sort. Mais bon, voilà, ça contrebalance avec les autres qui sont un petit peu plus rigides, un petit peu plus contrôlés, un petit peu plus réfléchis. Voilà, je pense qu'il faut un peu de tout. De toute façon, dans les harems inversés, c'est très rare que tout le monde soit pareil et tout le monde ait les mêmes caractères. Et puis ça fait la richesse des harems inversés, c'est fait pour répondre à toutes les tranches de personnalité de la jeune femme. Donc voilà, j'ai très hâte d'avoir ce tome 5. Ce tome 4 m'a vraiment beaucoup plu. Et j'espère que le 5 sera vraiment à la hauteur. Je pourrais peut-être vous mettre la couverture du tome 5 qui s'appellera La Flamme du Destin. Voilà, on verra bien. En tout cas, ça risque d'être vraiment explosif parce que du coup, si vous voulez, la boîte de Pandore a été ouverte au tome 4 et du coup, maintenant, le 5, il va falloir faire en sorte que soit on gère avec, soit on remette tout dans la boîte de Pandore. Nous verrons bien. Ensuite, très grande surprise, et je l'ai mis d'ores et déjà dans mon top 5 romances du premier semestre. Il s'agit de Santa Cruz, qui est une romance pure et dure. Vraiment pure et dure. Il y a pas de fantaisie, il n'y a pas de magie, il n'y a rien du tout. Mais alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé cette histoire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Normalement, c'est une romance de Noël, parce que bon, ça se passe en décembre, mais bon, je l'ai lu là, début février, c'est pas bien grave, c'est encore l'hiver, on va dire. Mais ça m'a pas dérangé de lire ça hors saison, on va dire. C'était vraiment génial. On a 3 mecs qui sortent de tôle. On nous dit pas de suite ce qui s'est passé. On apprend en apprenant à connaître les personnages. Et ils vont se voir offrir une croisière sur un énorme paquebot. Pour une sorte de cadeau, de rédemption, un truc comme ça. Et il y a une animatrice, du coup, qui est en relation avec un mec qui est vraiment super toxique. Elle n'arrive pas à dire non, c'est vraiment pour tout et rien. Elle n'arrive pas à dire non, elle va absolument dire oui. Et elle va se retrouver, à sympathiser avec ces 3 mecs de manière plutôt amicale au début, parce qu'elle est dans son cadre professionnel, et puis elle essaye toujours de se dépatouiller avec son ancienne relation. Et puis, au milieu de ça, elle doit aussi gérer sa grand-mère et sa meilleure amie, qui font tous les ans la croisière avec elle. Et puis, il va s'en suivre une petite romance entre elle et un des 3 mecs, qui est peut-être le plus torturé, le plus difficile à convaincre que le bonheur existe. Et du coup, on est vraiment dans la trope de Grumpy vs Sunshine. Là, du coup, j'ai vraiment compris cette trope, parce que c'est vrai que cette fille est vraiment hyper solaire, vraiment très optimiste, alors que lui, il est vraiment très pessimiste, il n'a aucune confiance en lui, il n'a aucune confiance en l'avenir pour lui. Donc c'était très sympa de voir la construction de ces 2 personnages et de cette relation.
J'ai beaucoup aimé aussi, il y a quand même pas mal d'humour parce qu'elle est un petit peu du genre gaffeuse. Il y a beaucoup d'humour avec les deux vieilles dames là qui font vraiment n'importe quoi, qui essayent de se retrouver une ancienne jeunesse avec les garçons ou avec toutes les conneries qu'on fait quand on a 20 ans. Donc voilà, c'était vraiment très très sympa, tout ça en 200 et quelques, en 310 pages, mais bon, ça faisait un peu moins. Donc voilà, je vous la conseille fortement. Et suite à cette lecture, à la fin du roman, il proposait d'autres romances de ce style-là. Et du coup, eh ben, à ma pile à lire, j'ai rajouté Poisonous Love. Alors, je sais plus de qui. De Aurore Payel, toujours chez les éditions Plume du Web. Et là, ça va être, j'ai bien aimé l'histoire, ça va être une émission télévisée qui va enfin, une émission de télé-réalité qui va se dérouler dans la jungle pendant 21 jours. Et Rose va, va accepter de cohabiter avec 9 autres étudiants dans un camp en pleine jungle où ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Et là, ça va être des petites... enfin, on va dire une cohabitation entre tout ce beau monde, et puis elle va pas pouvoir se blairer un mec. Et puis au final, peut-être que oui. Voilà, à voir. Mais c'est vrai que ce truc de huis clos dans la jungle sous forme de mission, je me dis que ça pourrait être très très sympa, ça pourrait rajouter un petit peu de piment et de suspense. Donc nous verrons bien. Donc ça c'était pour la jolie surprise du mois de février. C'était très très étonnant. Ensuite, j'ai lu un auto-édité, du coup, de mon ancienne chef. Vous avez déjà entendu parler d'elle avec Fae Legacy et le sortilège de la lune noire. Et du coup, là, on va parler de l'héritage de Lilith, qui est en fait la suite, sans vraiment l'être, de Sortilège de la Lune Noire. En fait, on va suivre Vanessa, celle qui est à l'origine de la grosse connerie qui a lieu dans le Sortilège de la Lune Noire. Donc on se retrouve, voilà, quelques mois après, elle a été bannie, exilée, et elle se retrouve vraiment au plein milieu de la Nouvelle-Zélande à devoir s'occuper d'animaux dans une ferme avec un vieux monsieur. Donc, j'ai énormément apprécié ce début de roman, ce roman d'une reconstruction, enfin un début où nous allons suivre cette jeune femme qui va se reconstruire seule, au plus près de la nature, sans magie, sans artifices. Et puis après, on va tomber dans une... Bon, c'était annoncé, hein, je le savais, dans une romantaisie Enemies to Lovers. Sauf que ça m'a un petit peu froissé sur la fin, parce que j'ai trouvé que le déroulé était dans l'ensemble pas mal, mais j'ai trouvé que cette romance a fait de notre héroïne une femme un peu moins forte et indépendante, vous voyez. Elle devient un petit peu plus larmoyante, un petit peu plus moins sûre d'elle. Voilà, j'ai pas trouvé que cette relation lui apportait quelque chose de très très positif. Et du coup, ça m'a un petit peu embêté parce que c'était vraiment au total opposé de l'image qu'on avait d'elle en début de roman. Et surtout, je m'imaginais pas une telle fin pour cette jeune femme. Je pensais qu'elle allait rester libre, qu'elle allait rester indépendante, qu'elle allait rester... Voilà, je sais pas, je l'imaginais plutôt à continuer à vivre seule, ou alors de manière un petit peu plus éloignée avec ce mec. Je l'aurais imaginé continuer à vivre, je sais pas, autrement. Mais il y a quand même un petit cliffhanger qui est plutôt pas mal. Pas un cliffhanger, un plot twist qui est plutôt pas mal vers la fin. Je m'y attendais pas vraiment. Mais voilà, il y a quelques petits trucs où je me suis dit, mince, la personnage s'est peut-être un peu perdue avec cette romance. Mais voilà, c'était quand même très très sympa à lire, hein. Je l'ai tout lu parce que vraiment si ça m'avait pas plu, je ne l'aurais pas, je l'aurais pas continué. Donc c'est toujours bien, hein. Johanna Graf, c'est toujours bien. C'est juste voilà, parfois, vu comment on interprète les choses, comment on interprète ou on sent un personnage, et ben parfois on aimerait que ça prenne une autre direction, mais on n'est pas maître de l'histoire. En tout cas, je continuerai à suivre cette autrice toujours. En mai, elle va sortir une nouvelle campagne Ulule qui sera la Générale Noire, qui est en fait un tome compagnon de Fae Legacy. Parce que dans Fae Legacy, on va suivre l'histoire d'une héroïne, et puis dans cette histoire, nous avons la Générale Noire qui est plus ou moins liée à l'héroïne, et puis voilà, nous allons avoir un tome compagnon sur cette personne-là,
qui est plutôt Morally Grey, parce que Gérald Noir est vraiment très très mauvaise. Elle essaye de faire bien les choses pour essayer de changer, mais elle fera toujours les mauvais choix. Et parfois elle est ok avec ça, parfois non. Enfin bon voilà, un Morally Grey quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner cet homme compagnon. Et puis ensuite elle va sortir une Dark Romance. Ensuite elle va sortir, enfin Dark Romance ça sera plutôt l'année prochaine. Et après en fin d'année elle va sortir aussi un Young Adult. Voilà, donc elle est vraiment pleine d'idées, pleine de créativité. Voilà, donc je vous la conseille fortement pour une auto-édité si vous aimez tout ce qui est fantasy. Ensuite, j'ai continué une série BD avec Molly Wine de le tome 3, Nos bibliothécaires du Far West. Là, nous allons avoir un tome qui va se dérouler sur deux arcs narratifs différents. Le premier étant essayer de trouver de l'argent pour pouvoir acheter de nouveaux livres dans la bibliothèque. Le deuxième étant essayer de découvrir qui vole les chevaux. Une certaine communauté va être pointée du doigt, et puis on va avoir Molly Wine qui va être au milieu de tout ça, qui va essayer à la fois d'avoir de l'argent pour la bibliothèque et à la fois de découvrir et de innocenter ceux qui sont accusés à tort. Donc c'est vraiment super sympa, toujours autant. Les dessins sont toujours super adorables. On a toujours des petites pointes de mignonitude dedans. On a toujours notre amour des livres, quoi qu'il se passe, la fervente lutte pour maintenir à flot la bibliothèque du Far West. Donc si vous connaissez pas l'histoire, nous allons suivre en fait une petite bibliothèque dans un petit patelin, et en fait ces bibliothécaires vont à cheval se rendre dans les montagnes, les lieux inaccessibles, pour donner des livres aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, voilà, là par exemple, elle est en pleine tournée, elle est au milieu de la montagne, où les gens ne peuvent pas descendre en bas, ou n'ont pas vraiment envie de sortir. Et bien c'est elle, voilà, qui leur amène les bouquins, et puis il y a toujours des petites références littéraires qui sont très sympatoches. Voilà, j'aime vraiment toujours autant cette BD, je la trouve très, très importante parce que ça montre l'importance de la sociabilisation et surtout l'importance de la lecture pour tous ses bienfaits. Donc voilà, je vous la conseille fortement aussi, si vous aimez les bouquins ou si vous voulez faire aimer les bouquins à quelqu'un, ça peut être un parfait moyen d'entrer en la matière. Ensuite, j'ai continué encore une série, j'ai lu Greenwild et la forêt du ciel, donc c'est le dernier et troisième tome de Greenwild, enfin le troisième et dernier tome. J'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment, on est sur une petite pavasse aussi de 400 et quelques pages. Il y a eu quelques moments un petit peu flop-flop, mais c'était quand même un très très bon final. J'ai eu un peu de mal au début de me remettre dedans, parce que forcément un an après, avec un univers aussi riche et complexe, il faut tout se remettre en tête. Mais c'était vraiment un très très bon final. On va ici découvrir une nouvelle poche, donc la poche amazonienne, là, avec la jungle, toutes ces créatures, toutes ces pensées, ces us et coutumes. C'était vraiment très très sympa. On va vraiment clôturer tous les points importants au sujet des parents de Daisy, au sujet de la disparition de sa mère, au sujet des méchants, je sais plus comment, les faucheurs. Voilà, c'était vraiment très très sympa. On a toujours de magnifiques illustrations. Voilà, c'est une histoire que je conseillerais aux enfants. On va les avoir au boulot, donc ça, je suis très très contente. C'est une histoire qui se lit vraiment très très bien. On est écrit ici à la troisième personne du singulier, mais c'est écrit assez facilement. On va avoir un moment dans l'histoire deux points de vue, si vous voulez, parce que les personnages vont se séparer, et donc on va avoir un petit peu ce qui se passe avec Daisy et ce qui va se passer avec Max. C'était pas mal, oui c'est Max. Avec Max, et on va découvrir lui aussi des choses sur son passé, donc vraiment ça va vraiment être une découverte tout au long du roman, des nouvelles choses qu'on va apprendre, des petites mignonitudes aussi qui va se passer avec des petits dragons. Voilà, c'était vraiment très très sympa, je suis très contente d'avoir continué cette série, et de voir que la qualité est toujours au rendez-vous, ce n'est pas bâclé, tout a eu son point final là où il fallait, donc c'était vraiment parfait.
Ensuite, j'ai lu The Last Dragon King. Alors, à la base, c'est un livre que je devais lire pour le challenge Romantaisie. Sauf que j'étais à la recherche, voilà, d'une romantaisie un petit peu courte, sympa, facile à lire, voilà. J'ai trouvé ce qu'il fallait là-dedans, donc là, c'est un premier tome. Et en fait, j'ai eu sur la tablette, du coup, les 3 autres tomes, mais je pensais que c'était une suite. En fait, non, chaque tome se déroule dans le même univers, et ça va être l'histoire de chacun des rois. Donc... C'était peut-être pas une bonne idée du coup parce que dès que je l'ai fini, j'ai voulu lire le tome 2 à la suite, mais vu que c'était pas une suite, c'était peut-être pas une bonne idée parce que je m'attendais, comme pour Druid, si vous voulez, de Orange Chevalier, je m'attendais à continuer avec ces personnages-là. J'étais pas prête à recommencer une histoire dans le même genre, dans le même univers, avec d'autres personnages. Donc, j'ai pas abandonné cette série, je la reprendrai peut-être plus tard. Comme Druid, j'ai de plus en plus envie de continuer cette série, mais pas au point encore de m'acheter le tome 2. Mais voilà, c'est un peu le même style. Il faut pas tout lire d'un coup, je pense, parce qu'après, vous allez essayer de faire des similitudes, des différences. Vous allez avoir envie d'avoir les mêmes émotions, mais vu que c'est pas les mêmes personnages, la même relation, vous aurez pas les mêmes émotions. Donc, voilà, je pense que c'est une très très bonne série. Moi, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'écriture. Mais voilà, il faut juste que je mette du temps entre chacun des tomes. Donc là, The Last Dragon King, on est sur une histoire où nous avons le roi dragon qui a perdu sa femme lors de son accouchement, et en fait, ils ont perdu 4 enfants. Elle n'était pas en capacité de garder ses enfants parce qu'il était beaucoup trop puissant pour elle et pour les bébés. Donc, après son deuil, il va lancer une recherche au fin fond de son royaume, dans toutes les villes et petites bourgades, toute personne ayant la possibilité de lui fournir des héritiers en bonne et due forme. Et pour ça, il faut avoir une magie conséquente. Et donc, du coup, on va suivre une jeune fille qui, vraiment, n'est pas du tout dans l'optique de vivre avec un roi, de se marier, Bon, voilà, elle n'est pas du tout prête pour ça, elle se sent pas du tout concernée. Jusqu'au moment où, on va aller dans son village pour dire, voilà, on vient chercher toutes les femmes qui sont jugées aptes à ce devoir. Et là, à ce moment-là, sa mère lui dit, écoute, n'y va surtout pas, enfuis-toi, machin. S'ils te trouvent, ils vont te tuer. Bon, et là commence toute l'histoire. Pourquoi il faut pas qu'elle y aille, pourquoi il faut pas qu'on la trouve, pourquoi d'un coup on s'intéresse à elle, voilà, il lui arrive des trucs un petit peu bizarres, elle est censée avoir pas beaucoup de pouvoir alors qu'en fait c'est plus que ce qu'elle pense. Donc voilà, c'était très très sympa, c'est une romance green flag je dirais, parce que il est quand même assez correct, ça se développe très doucement, plutôt bien, voilà, c'était vraiment très très cool, sans de choses vraiment négatives au livre même, à l'histoire même, et même au niveau des personnages, j'ai trouvé que c'était assez correct. Ensuite, j'ai reçu en service de presse sur NetGalley le Bazar Bizarre. C'est une BD du coup de chez Jungle qui sortira le 19 février, donc 19 février c'est jeudi prochain. 16, 17, 18, 19, oui c'est ça, jeudi prochain. Donc c'est une BD qui est vraiment superbement jolie, mais malheureusement qui mélange un peu tout trop d'un coup, et du coup en un seul tome, on ressort de là avec les idées un petit peu embrouillées, parce qu'on nous balance tout comme ça, à l'héroïne surtout, hein, parce que du coup les choses qu'on sait, c'est les choses qu'elle va apprendre. Et voilà, Mina va tout apprendre à 13 ans, qu'il habite un monde caché dans l'arrière-boutique de son grand-père de jardinerie. Et donc, comme elle, on est totalement perdu, on comprend pas tout, on est un peu choqué par tout ça, et puis elle va devoir faire face à tout un tas de choses auxquelles elle n'était pas du tout préparée, elle se fait engueuler, bon... Voilà, et c'était très très fouillé, un petit peu à l'image du monde qu'elle va découvrir, hein, mais c'est vrai que c'était, pour un premier tome, il y avait tout, en fait, tout a été déballé d'un coup, et j'ai trouvé que c'était un petit peu, c'était un petit peu too much. Peut-être qu'il aurait fallu étaler l'histoire, ou se contenter d'un événement bien particulier pour le premier, et après d'étoffer dans la suite. Mais là, du coup, ça faisait vraiment vraiment beaucoup pour un premier tome. Ensuite, j'ai lu Couronne de ronces et de magie, qui est une romantaisie auto-éditée, du coup, je l'ai lu sur Kindle. Alors, romantaisie, c'est quand même vite dit, hein. On est sur une fantaisie plutôt, qui m'a beaucoup plu parce que, à l'instar d'autres
où on met 100 ans à installer le world building dès les premières pages, où on va parloter, on va blablater. Celle-là, j'avais beaucoup aimé cette histoire parce que vraiment, j'avais dit je crois que c'était dans les 70 premières pages, on a notre héroïne, donc notre reine qui a été couronnée depuis 3 mois suite à la mort de son père, la seule héritière qui est une femme, qui va être entourée d'hommes, qui va devoir, eh bien, asseoir son pouvoir, asseoir son autorité et ses idées. Et donc, on démarre direct sur les chapeaux de roue, on voit directement son caractère, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle ne veut pas faire. En l'occurrence, se marier, elle ne veut pas se marier encore. C'est une fille qui doit d'autant plus défendre ses positions parce que c'est une fille bâtarde. Elle n'est pas conçue, si vous voulez, d'un couple royal. On a le papa qui est le digne roi, etc. Et en fait, ce papa, eh bien, a rencontré une Amazone qui était la chef du clan des Amazones, mais si vous voulez, les Amazones sont considérées comme des barbares. Donc, c'est une fille, voilà, bâtarde dans ce sens-là, où ça ne vient pas du même sang, du même clan, des mêmes us et coutumes. Et donc, elle a hérité de ces deux personnalités, et surtout, elle a hérité d'une politique de son père qui est vraiment très, très, très négative au sujet des sorciers et de la magie. D'où couronne de ronces et de magie. Ronces parce qu'ils ont quand même une très très grande, on va dire, des très grandes cérémonies autour des ronces, autour des buissons de ronces, bon voilà. Mais la magie, elle est vraiment très très mal vue. Et puis, voilà, au bout de 70 pages, elle se fait enlever par des clans opposés qui prônent, en fait, eh bien, que les humains, sans pouvoir, sans rien, sont au-dessus des êtres magiques ou des êtres différents. Et donc... Non, pas du tout. Elle va se faire enlever par les clans opposés, donc d'autres royaumes, et l'un de ces deux rois, donc qui vont participer à son rapt, va être ami, va être copain avec une très très vilaine sorcière. Et donc va s'en suivre toute une découverte lors de sa capture. Elle va être enfermée dans une prison, elle va essayer de partir de cette prison, et puis elle va se trouver un allié totalement par hasard et vraiment à l'opposé de tout ce que elle a pu croire, de tout ce que son père a pu lui faire croire. La magie n'est pas mal, la magie n'est pas mauvaise, la magie peut faire plein de choses très très bien. Donc elle va s'allier à cet homme-là et puis ils vont essayer de reprendre la couronne. Donc c'est vraiment un premier tome qui m'a énormément plu, je l'ai vraiment dévoré, j'ai beaucoup aimé, il y a énormément de choses qui vont se passer. Romantasy, je dis que c'était pas vraiment une romantasy parce que vraiment, en tout cas dans ce premier tome, il y a peut-être un baiser et encore. C'est vraiment pas basé sur la romance et j'ai bien aimé du coup. C'était vraiment basé sur la reprise du trône, coûte que coûte, sur les combats de cette jeune femme, sur comment dire, la complexité de changer les choses qui sont ancrées depuis des années dans un peuple, de faire comprendre que la magie est une bonne chose, qu'elle peut nous aider, que contre la magie, il faut de la magie. Voilà, c'était vraiment un très très bon premier tome. Cependant, le deuxième tome, je l'ai commencé, j'ai lu quand même une bonne partie, mais ça m'a un petit peu déçu parce que du coup, là, on rentre vraiment dans un truc très très mou, très théorique. Donc oui, un petit peu déçu, on est vraiment très très loin de la romantasy épique et sombre du premier. Donc bon, c'était peut-être pas le moment, à voir, peut-être plus tard, quand je voudrais savoir vraiment ce qui va être mis en place, comment ça va être mis en place. Ouais, parce que là, ça va vraiment être de la politique pure et dure, comment il faut gérer les gens, comment il faut présenter la chose, qui il faut mettre à quelle place. Bon, voilà. C'est un peu plus théorique que l'action comme dans le premier tome, donc on verra si j'ai envie de continuer la suite ou pas, mais là pour l'instant non. Ensuite, petite déception, j'ai continué le webtoon Demoiselle Lapine et le grand méchant Léopard. Donc quand j'avais revendu plein de livres en fin d'année, donc j'avais pu faire une grosse commande et du coup je m'étais acheté le tome 2, 3, 4, 5, 6 de la série, le tome 7 sortant dans pas trop longtemps. Alors, j'avais bien aimé le principe du premier tome avec ces histoires de métamorphes, de clans des animaux, machin. Donc j'ai lu le tome 2 et 3, et puis en fait ça m'a un petit peu saoulée.
Parce que déjà, j'ai pas du tout aimé le garçon là, Aijin, je sais plus. Je trouve que sa relation avec la lapine, je ne trouve pas du tout ça sain. C'était même très dérangeant quand il lui dit pleure pour moi, j'adore quand tu pleures pour moi. Je trouve vraiment pas ça. Enfin, j'ai jamais lu ça. Souris pour moi, sois heureuse pour moi. Pour moi, bon d'accord, mais là pleure pour moi, je veux que tu pleures que pour moi, j'adore quand tu pleures. Non, c'est pas du tout le genre de relation que j'aime. Toujours avec ces histoires de phéromones là, je veux pas que tu sentes d'autres phéromones de quelqu'un d'autre. Bon, c'est très animal, mais je trouve que c'est super super maladroit. Et donc du coup j'ai tenu le tome 2 et 3 parce que je voulais savoir comment l'intrigue allait évoluer. Elle a évolué d'une certaine manière, mais vraiment pas comme j'aime quoi. Donc très très déçue, mais bon, je les ai renvoyés. Enfin, je les ai revendus du coup à la bourse aux livres. Et puis, avec ce que j'en tirais, je m'en achèterai d'autres. Nous ne sommes pas à ça près. Ensuite, j'ai lu Bénigne à l'école magique, un petit roman jeunesse qui pour le coup m'a bien plu. C'est un roman chez Moki, donc c'est une collection chez Syros. J'ai pas compris pourquoi on n'avait pas fait directement une couverture, pourquoi il y a une jaquette. Enfin bon. Donc c'est une jeune fille bénigne avec son frère jumeau gentil. Ils sont dans une école d'humains, alors que elle est sorcière, lui, il est humain. Mais elle est sorcière, elle fait un petit peu n'importe nawak. Et donc, du coup, elle jette un petit peu des sorts à tort et à travers. Et du coup, ils vont être mutés dans une école de magie qui se déplace elle-même. C'est une école de magie, magique. Et voilà, on va suivre ses premiers déboires dans cette école de magie. On va suivre une espèce de petite enquête avec une usurpation de professeur. Voilà, c'est quand même très très sympa. Ça m'a fait du bien au moral. Vraiment, de me poser, de juste kiffer ce que je lis, sans me prendre trop de questions. Voilà, c'était vraiment très très kiffant. Ça, je le garde pour mon fils plus tard. Et justement, avec les sous que je tirerai de la vente là de Demoiselle Lapine, je m'achèterai le tome 2 qui est Bénigne et l'invasion des citrouilles. Voilà, c'est vraiment très très kiki, c'est très mignon, et puis c'est superbement illustré, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et puis ça fait du bien à l'âme, voilà, tout simplement, ça fait du bien à l'âme, de trucs simples, reposants, illustrés, colorés, drôles, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 9 des enquêtes d'Enola Holmes, donc le dernier paru, je ne sais pas si c'est la fin de la série ou pas. Sur Babelio, c'est marqué que c'est encore en cours, donc je suppose qu'il y en aura d'autres. J'aime toujours autant. Cette enquête-là m'a un petit peu plus plu parce que ça se reposait là aussi sur des faits historiques qui vont concerner la rage, la découverte du vaccin de la rage. Voilà, j'adore. Il y a aussi une petite référence à Rudyard Kipling. Voilà, j'ai trouvé que ce tome-là était super intéressant pour toutes ces références qui sont super super intéressantes. Au niveau du graphisme, on est toujours aussi bon que les 8 premiers. Et c'est une série qui, j'espère, ne s'éteindra pas de suite, parce que je trouve ça vraiment super. Jérémy adore aussi cette série. Jérémy, c'est mon mari. Donc voilà, j'aime toujours autant Enola Holmes. Et pourquoi pas essayer les romans, mais pour l'instant les romans ne seront dispo au travail qu'à partir du mois de mai, donc il faudra que je patiente un peu. Mais à partir de mai, pourquoi pas essayer les romans, voir si c'est un petit peu plus étoffé ou non. À voir, il faut essayer. Donc voilà, si vous aimez aussi les enquêtes eh bien, de Sherlock Holmes, tout ça, vous pouvez essayer ces BD, c'est très très accessible à tout âge. Ensuite, j'ai essayé de lire. Donc hier, j'ai reçu le service de presse du tome 2 de La Légende d'Orty, l'ombre du grand chêne de Clara Hoffman chez Gulfstream. J'avais beaucoup d'espoir pour ce tome 2. J'avais bien aimé le tome 1. J'ai trouvé ça très poétique, mais pas trop. Il y avait quand même pas mal d'action. J'ai adoré découvrir les personnages, l'histoire, tout autour du livre des légendes, ce qu'étaient les légendes, etc. Cependant, il faudrait que j'essaye d'aller au bout, parce que je ne suis pas allée au bout de ces 96 pages. J'essaierai d'aller au bout peut-être un peu plus tard, mais là pour l'instant, donc c'est un livre qui sort le 19 mars, hein, donc j'ai un peu le temps quand même, avant de rendre ma chronique officielle. Là pour l'instant je vous en parle parce que c'est ma dernière lecture là, que j'ai faite. J'ai trouvé le début très très lent, très contemplatif, et j'ai trouvé que c'était une sorte de mauvais départ comparé au premier tome. C'était hyper contemplatif, on passe énormément de temps à décrire absolument tout de ce que voit notre petite ortie. Voilà, c'était
pas nécessaire de mettre autant de descriptions. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait autant de descriptions dans un si petit livre. Je veux dire, si la moitié c'est de la description, ça veut dire que il se passe pas grand chose alors, du coup. Ou alors, c'est un gros problème de rythme. On commence très 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 lentement et après on va tout nous mettre sur la deuxième partie, ce qui n'est pas non plus génial. Mais là, ouais, c'était beaucoup trop mou, beaucoup trop contemplatif, beaucoup trop dans la description. En plus, c'est une description très florale, très artistique et tout. Et du coup, si on n'a pas l'imaginaire qu'il faut, c'est compliqué de tout mettre en place. Et c'est vrai que moi, l'univers des plantes, vous me dites des noms de plantes, c'est vraiment pas mon univers. Donc j'ai vraiment du mal à m'imaginer cet univers très très floral, avec plein d'arbres, de lianes, de machin. C'est pas un univers qui me parle. Et vu qu'on parle que de ça, je suis allée jusqu'à la moitié, je suis à 50%, parce que j'ai tenu quand même, hein, mais tout 50% du livre, c'est que ça. Et du coup, ça m'a complètement perdu. Ce qui est très dommage, parce qu'il y a quand même une petite menace, il y a quand même, on sent un début d'enquête, mais c'est vraiment perdu au milieu de tout ce descriptif. Et pour vous dire, cette menace, c'est une sorte d'ombre qui va venir attaquer le chêne, le grand chêne, donc vraiment la grande entité de cette population, et ça passe vraiment, et on repart sur la description. Donc pour l'instant c'est dommage, j'ai quand même fait la moitié, donc je vais essayer de persévérer cette deuxième moitié, mais pas de suite, parce que du coup je repartirai pas du tout sur de bonnes bases. Je vais lire un livre, et puis quand je l'aurai fini, je me dirai, là tu continues la deuxième moitié des Légendes d'Ortier, histoire de poser ma tête un petit moment. Donc voilà, pour cette première quinzaine de février, des déceptions. Il y a eu des abandons, j'ai abandonné The Games Gods Play. Alors là, écoutez, c'était très très niais. Mais alors niais, mon Dieu. En plus, sur un énorme livre comme ça, le deuxième tome est aussi énorme. Et cette romance qui démarre de nulle part, avec Hadès et notre héroïne, j'ai trouvé ça super niais. Vraiment super niais. J'aurais aimé qu'il soit méchant, qu'il soit Hadès, quoi. Après, des préjugés, Hadès égale méchant. Je suis d'accord qu'on peut avoir Hadès égale gentil. Mais pas à ce point-là. Vraiment, c'était super niais. C'était vraiment... j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Bon, voilà. Et je pouvais pas me voir autant de niaiserie. Elle était aussi niaise aussi. Enfin bon... C'était pas ouf, donc voilà, je l'ai abandonné. J'ai aussi abandonné Bienvenue chez les Croque-Morts, donc le premier tome, Le Monstre de Cendre. Je l'ai abandonné parce que là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose. En soi, il y a une intrigue, hein. Bon, il y a une brume spéciale, un fantôme a été libéré, donc il faut essayer de trouver le nom de ce fantôme pour libérer la ville. Pour les jeunes, je trouve ça bien qu'il y ait plus stimulant, plus construit et plus riche, parce que là c'était quand même aussi assez cucu-plan-plan, c'était fade. C'était fade, et pour avoir lu de la jeunesse, je peux vous dire ce qu'il est et ce qui ne l'est pas, et cette histoire-là est quand même assez fade. Il existe des histoires qui vont parler de mêmes thèmes, qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus... avec de goût, enrichissant et tout ça. Et là, j'ai trouvé fade, parce que là aussi, je suis allée quasi à la moitié. Enfin, c'est des petits livres, donc c'est relativement facile d'aller à la moitié. Mais voilà, c'était assez fade, et j'ai pas trop aimé. Et surtout que c'est du quasi tout cuit. On sait ce qui va se passer, on sait ce qu'ils vont faire, et donc, même en lisant en diagonale, vous apprenez rien de plus. Donc, ouais. C'était décevant, donc je l'ai abandonné. Voilà, donc bon, eux, je les ai mis vraiment dans la catégorie abandonnée, parce que j'y suis quand même allée assez loin, et que j'ai abandonné en cours de route. Après, il y en a certains que j'ai commencé, mais que je peux pas les mettre en cours et puis abandonner, parce que j'ai juste lu peut-être le premier chapitre pour me faire une idée de si ça allait me plaire, si la plume allait me plaire, comment ça allait se passer, etc. Qu'est-ce que ça inaugurait de bon ou de pas bon. Donc ça, je pense pas que ça soit juste abandonner, c'est juste faire du tri, quoi. Comme vous feuilletterez un livre en librairie, vous lisez un petit peu les premiers livres, vous dites oh non, ça me plaît pas, et puis voilà. Chose que, quand on est en numérique, on ne peut pas...
vraiment faire, quoi. On est obligé de les emprunter ou de les acheter, ou même pour les précommandes, ce genre de choses-là. Compliqué. Mais voilà. Et puis on n'est pas à l'abri aussi de changer totalement de mood en cours de route. Voilà, en tout cas, j'ai peut-être un peu plus d'espoir pour cette deuxième moitié de février, parce que déjà, c'est les vacances scolaires aussi, donc le travail, ça va diminuer le rythme. Et puis, nous allons aller au ski aussi en fin de mois, donc peut-être que je serai dans de meilleure humeur, de meilleur mood. Nous verrons bien, hein, je ne me fixe rien, je ne me fixe pas d'objectif, je me suis juste mis une petite palle de 7 livres, et 7 livres contient, je vous ai dit que je vous le dirai, H-Dragon Legacy, le premier tome. Ce qui est bien, c'est que j'ai le tome 2 et 3 sur Kindle. Je me suis mis le Trône des Magiciens pour essayer de finir du coup le challenge. Il me reste 3 livres à lire pour le challenge des créatures fantastiques. Donc je me suis mis le Trône des Magiciens tome 1 pour la catégorie Urban Fantasy. Je me suis mis Taxi Ghost, une BD que je vais recevoir demain, normalement, voilà, toujours une petite BD, avec les mêmes illustrateurs et scénaristes que les Sorcières de Brooklyn, donc là je pars normalement avec une valeur sûre. Je me suis mis La Flamme des Dragons, voilà, je pense que ça va être le prochain livre que je vais lire, une petite romantésie avec des dragons, pour débuter le challenge de romantésie de Nina Quill. Je me suis mis le tome 2 de Powerless, donc Reckless, que je vais recevoir le 19. Là aussi, je pense que ce sera une valeur sûre, parce que le premier tome m'a bien plu, et je pense que le deuxième tome sera mieux, parce qu'on va partir sur une espèce de chasse à l'homme, et peut-être de réconciliation ou pas, enfin bon. Normalement, ça devrait le faire, en plus il est plus court que le premier, donc je passe de grands espoirs sur ce livre-là. Et ensuite, je me suis mis Les Contes inachevés, le tome 3, pour toujours et à jamais, pour le... Mais non, pourquoi le tome 3? C'est le tome 2 qu'il faut que je lise. J'ai fait une bêtise? Et oui, c'est le tome 2 qu'il faut que je lise. Je me suis mis le tome... Ah non, c'est ça, le tome 3. Donc je me suis mis le tome 2. C'est là que c'est sur ma vidéo que c'est pas à jour. Donc je me suis mis à Les Contes inachevés, tome 2, là aussi pour le challenge des créatures fantastiques qui se termine la fin du mois pour le critère réécriture. J'en ai pas des masses de réécriture, donc si je lis celui-là, c'est très très bien. Et puis aussi pour savoir si je continue ou pas cette série. Hein. Et puis enfin, je me suis mis I Don't Trust My Twin, le tome 4, qui sort le jeudi prochain, donc le 19 février aussi. Voilà, ça c'est vraiment un webtoon dont je suis sûre et dont j'attends la suite impatiemment. Donc voilà pour cette petite palle de fin février. J'espère que j'y arriverai ou que, en tout cas, ce seront de bonnes lectures et que j'arriverai à en faire d'autres. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un bon début de semaine.